Vivre un cancer, ça teinte la relation amoureuse. Je pense qu'il y a un lien avec le cancer dans ma rupture. C'était les traitements qui faisaient en sorte que ma libido était pas là. On n'avait quasiment pas de relations sexuelles. On n'avait pas vraiment de rapprochement, de moments de qualité. Fait que cette année-là, elle a été vraiment difficile. Dans ma tête, à moi, je dirais, apporter mon enfant, comment je peux abandonner? Of course, je t'aime. Je peux pas abandonner une personne comme ça, tu sais. Le cancer est un tyran qui met l'amour à rude épreuve. Il force le malade à l'égocentrisme parce que toute son énergie est consacrée à sa guérison. Il force l'amoureux à soigner l'autre, à l'effacement. La vie sexuelle est bouleversée très souvent. Des couples se séparent, d'autres se rapprochent. L'amour triomphe ou périt. Brigitte, Mélina et Anthony nous racontent l'amour au temps du cancer. Les guéris ou la vie après le cancer. Épisode 3. Amour et sexualité. J'ai été un peu obligée de remettre en question aussi ma vie affective, ma vie amoureuse. C'est un processus que j'avoue qui était débuté probablement avant mon diagnostic, parce que je crois que j'avais des relations qui, au final, m'apportaient pas le bonheur, tout simplement. Ma sœur Brigitte avait choisi de passer ses examens seule, sans sa conjointe. Elle était donc toute seule quand elle a reçu son diagnostic de cancer du sein. Retour en arrière sur cette journée de vertige. Est-ce qu'il y avait quelqu'un qui était au courant de ta situation? Non, personne. Personne ne savait? Personne. Même pas ma conjointe, même pas. Personne. Sa blonde, avec qui elle vivait depuis 8 ans, était rentrée tard ce soir-là. C'est là que je lui ai parlé de ce qui m'arrivait. Mon mamelon qui avait de l'air fou, mon inquiétude. Elle est restée extrêmement calme, ce que j'ai beaucoup apprécié d'ailleurs. Puis elle m'a demandé c'était quoi les prochaines étapes. Elle m'avait pris dans ses bras, puis elle m'avait dit plusieurs fois, avec plein de douceur, qu'elle était prête à être là, qu'on ferait ça ensemble, puis qu'on traverserait toutes les étapes. J'ai pas reçu ce dont j'avais besoin. C'était un peu une catastrophe dans la catastrophe, là. Je sais pas si c'était une catastrophe annoncée, je sais pas si c'est le fait de me retrouver si démunie que j'ai vu ce fossé-là. Mais le fossé s'est creusé durant ma maladie. Ça, c'est ça. Pour moi, c'est une évidence. Dans certaines journées, j'ai été obligée de demander de l'aide parce que j'étais définitivement pas capable de m'occuper de moi. J'ai pas eu le sport, j'ai pas eu de l'énergie, j'ai pas eu une réponse, j'ai pas eu des actions concrètes qui m'ont rassurée. C'était vraiment une épreuve. C'était une épreuve de vie personnelle. C'était une épreuve incroyable de vie de couple. Le fossé s'est
je crois, transformée en faille difficilement mesurable. C'est une blessure vraiment, vraiment importante. As-tu été capable de le communiquer à ta blonde, ça? Non. Fait qu'elle, elle le sait pas. Moi, je lui en ai jamais parlé. Fait que moi, c'est un peu ce que j'ai vécu, en fait, avec mon ancienne conjointe. Puis malheureusement, on n'a pas été capable de sublimer un peu cette réalité-là qui était préexistante. Je le dis là, parce que je le sens là, puis je le nomme là. De cesser cette relation-là, à un moment donné, c'était quasiment une question thérapeutique. Parce que j'étais probablement trop vulnérable pour être capable de surmonter, dans ma guérison, après le traitement, des éléments qui étaient déjà sombres, puis qui sont absolument pas allés du côté de la lumière durant mes traitements actifs. Fait que c'était des blessures vraiment importantes, un constat qui me terrassait, en fait. Brigitte a rompu sa relation amoureuse. Sa blonde, malgré son chagrin, a respecté sa décision avec beaucoup de noblesse. Elles ont toutes les deux refait leur vie et sont restées amies. En 2019, Mélina Poirier a 26 ans. Elle est enceinte de son premier enfant. Et à 30 semaines de grossesse, elle apprend à l'hôpital qu'elle a un cancer. Ils m'ont donné mon diagnostic. La première chose que j'ai faite, c'est d'appeler mon conjoint. Puis je l'ai appelé, j'ai dit « OK, c'est pas des bonnes nouvelles ». C'est un cancer du sein. Anthony Paquin se précipite à l'hôpital. On a vu le médecin du sein, là, il nous avait envoyé en haut pour aller voir un obstétricien. Il veut savoir pour le bébé, mais tu sais, c'est chambouré de gauche à droite, en haut, en bas de l'hôpital. Pas retenu grand-chose, cette journée-là. J'étais tellement sous le choc que tu t'écoutes, mais tu retiens comme aucune information à part le fait que Mila avait un cancer. Mais c'est une journée que j'oublierai jamais, c'est sûr et certain. Est-ce que vous pensiez toutes les deux au bébé à ce moment-là? Ben, naturellement, oui. Mais c'est sûr que tu penses plus à elle qu'au bébé. Moi, je pensais juste au bébé et pas à moi. Je me demandais juste si le bébé allait être correct, puis moi, j'étais secondaire, là. Le cancer était tellement agressif qu'il y avait peur que si on attendait que Mélina donne naissance à l'enfant, qu'il soit trop tard, dans le fond. Qu'il fallait absolument comme commencer les traitements immédiatement. J'ai fait un traitement de chimiothérapie et il voulait me provoquer à 36 semaines. Je m'en allais voir mon obstétricienne pour la semaine avant ma provocation pour voir si le col était correct, puis elle m'a brisé mes os, juste en regardant. Puis le lendemain, j'ai accouché. Ça s'est super bien passé. C'était un événement heureux, mais je me souviens pas si c'était juste après ou avant, t'avais été dans la toilette puis tu commençais à perdre tes cheveux. Tu sais, on avait eu ce moment de joie, on avait oublié un peu le cancer, mais on se refait remettre ça d'en face assez rapidement. C'était une course contre la montre, d'une certaine façon, c'est ce que l'oncologue nous disait. Après son accouchement, Mélina aura l'équivalent de 16 traitements de chimiothérapie, une mastectomie partielle, 25 traitements de radiothérapie. Tout ça avec un bébé naissant à la maison. Mélina est en arrêt de travail. Moi, j'ai pu prendre le congé parental au complet. J'ai pas travaillé pendant 9 mois. Une double occupation pour moi, là. Papa puis proche aidant en même temps. Mais on a passé à travers.
Je sais pas si je devrais dire ça, je l'ai déjà dit à Mélina, mais je sais qu'elle était malade. Mais tu sais, ça a probablement été le plus beau 9 mois de ma vie. Je sais que c'est triste de dire ça, mais on était tout le temps ensemble, tu sais, les trois ensemble. Puis les journées qu'elle était en forme, elle était en forme quand même, tu sais. Ça durait peut-être un 24-36 heures où elle était un peu sur le cul parce qu'elle avait eu son traitement de chimio, mais le restant de la semaine, elle était quand même assez en forme. C'est triste, dans cette tristesse-là, on a eu beaucoup de bonheur quand même. Mais c'était un beau moment. Et vous, est-ce que vous aviez ce même sentiment-là? Oui, en fait, je trouve que la maladie nous a rapprochés, dans un certain sens. Avant que je tombe enceinte, c'était une de mes craintes que mon conjoint ne soit pas assez là, puis que j'en fasse plus. Puis c'est arrivé le contraire. C'est pas mal lui qui a tout fait. T'sais, au moment que mes traitements se sont terminés puis que j'étais considérée en rémission, c'est là que j'ai un peu mangé mon mur. Je savais plus qui j'étais, je me sentais perdue. Je paniquais beaucoup. Les troubles d'anxiété ont commencé à embarquer. Étrangement, c'est quand les traitements se terminent que Mélina et Anthony dérivent, chacun de leur côté. Mélina vit une grave crise existentielle. Parce que émotionnellement, j'étais excusez l'anglicisme, là, j'étais en breakdown. Là. Des fois, je savais plus quoi faire avec l'enfant, puis je paniquais. Je recherchais aussi un soutien. J'avais pas eu de psychologue. J'ai fait une plainte à l'hôpital pour avoir accès à un psychologue. J'ai fait face à la mort, puis on me donne une deuxième chance. Est-ce que je vais continuer à vivre la vie que j'avais? T'sais, j'ai réalisé que j'étais une personne stressée et anxieuse, puis je savais pas. J'ai réalisé que j'avais d'énormes blocages. En travaillant avec le psychologue, j'ai réalisé que j'avais beaucoup de choses à travailler sur moi-même. Ce que je me disais, c'est que des fois, je préférais quand j'étais malade. Des fois. Puis je pense qu'Anthony aussi. En fait, on s'éloignait à un certain sens. Je suis pas prêt à dire ça, là, que je préférais quand t'étais malade, mais je peux comprendre que j'étais plus attentionné quand t'étais malade. Disons que nos relations sexuelles, comparativement à avant, c'est complètement jour et nuit. On en a beaucoup moins qu'avant. Pendant qu'elle était en chimio, ben là, je veux dire, c'était... Il n'y a pas vraiment de désir, là, on s'entend, là, elle avait pas vraiment envie de faire ça. Là. Le fait que tu n'avais pas vraiment de désir, est-ce que c'est relié à tes traitements? Je sais pas, on n'a pas vraiment regardé. Parce qu'il faut dire aussi que Mélina était sur les antidépresseurs pendant un bout, ça l'affectait peut-être aussi ta libido. Là, mais... Pendant les traitements et tout, ça, c'est sûr que c'était les traitements qui faisaient en sorte que ma libido était pas là. Il y a des symptômes suite à la chimiothérapie qui restent. Chez les femmes, il y en a beaucoup qui vivent des sécheresses vaginales. Moi, j'en ai vécu. J'ai vécu des... En fait, ça faisait des crevasses, là. C'est très douloureux. Ma libido est revenue. Mais à ce moment-là, c'était plus du côté d'Anthony que lui, il n'y en avait plus. Il était tellement dans sa bulle, puis c'était comme plus un besoin. Pourquoi est-ce que vous aviez plus de besoin d'avoir des relations sexuelles? Je sais même pas moi-même la réponse. Puis j'ai parlé avec mon médecin de famille, puis elle disait des fois, ça peut être un des symptômes de dépression, mais j'avais pas comme tous les symptômes de la dépression pour être officiellement en dépression. J'ai pris bien des affaires de cette année-là, puis je les ai mis dans un tiroir, puis j'ai fermé ce tiroir dans mon cerveau. C'est peut-être pas la meilleure façon de dealer avec tout ce qui s'est passé. Fait que ça, je regrette un peu peut-être de pas avoir, moi, personnellement, été voir un soutien psychosocial, parce que clairement, j'en avais besoin. Est-ce que ça vous a fait souffrir, cette période-là, où il y avait comme... Extrêmement. Oui? Mais oui, c'est difficile. C'est difficile pour elle. J'ai passé un an à la dorloter, la chuchoter, puis après ça, il veut plus me toucher, il veut plus me parler, il veut plus... Je me suis sentie repoussée, je me suis sentie abandonnée. Ça a été rough, mais je me dis, il m'a soutenue pendant ce moment-là. Fait que moi aussi, je vais le soutenir pendant ce moment-là.
J'acceptais le fait que lui aussi il a des choses à vivre, puis j'essayais de le soutenir là-dedans. C'était des semaines, des mois, là, ça tombait à une année, puis je suis comme, OK, là, il faut faire quelque chose parce que moi, là, je commence à... J'aimerais ça avoir une relation avec mon conjoint, t'sais. Puis là, on recommence à se reconstruire. Il a recommencé à ouvrir pour qu'on puisse communiquer ensemble parce que c'était vraiment fermé. T'sais, ça revient un petit peu, mais on a encore beaucoup de travail à faire. Là. Est-ce que vous vous aimez toujours autant? Je pense qu'on s'aime plus qu'avant. C'est la connexion qu'on a eue pendant ces 9 mois-là et le fait qu'on se soit juste tenu les coudes puis on a tout le temps été ensemble. J'ai l'impression que ça nous a rapprochés encore plus. Fait que moi, je dis que plus. Ouais, moi aussi, la même chose. C'était un moment charnière d'un couple, tu sais. Il y a bien des couples qui se séparent quand quelqu'un des deux a un diagnostic comme ça parce que, justement, tu veux pas dealer avec une personne malade. Mais dans ma tête, à moi, je dirais, à apporter mon enfant, comment je peux abandonner? Tu sais, puis je l'aime aussi, là, tu sais. Of course, je t'aime. Je peux pas abandonner une personne comme ça, tu sais. Faut qu'on a passé à travers ça, comment qu'on peut pas s'aimer plus. Le soir de notre rencontre, dans leur maison de banlieue, Anthony embrasse plusieurs fois Mélina, légèrement, en l'entourant de son bras. Ah, je sais, c'est indiscret, mais je me demande encore si cette nuit-là, ils ont fait l'amour en triomphant du cancer. Le cancer perturbe la vie sexuelle d'un patient sur 5 au Québec et très souvent, c'est pour toujours. J'étais curieuse d'en discuter avec des spécialistes en cancérologie qui sont témoins de beaucoup de choses dans leur bureau. Les docteurs Anne-Sophie Gauthier-Paré et Dany Duplan sont tous les deux radio-oncologues à la Cité de la Santé à Laval. Lui traite les cancers de la prostate, elle, les cancers du sein, gynécologiques, colorectaux, prostate aussi. J'ai tout vu. J'ai vu des couples, c'est ça, très unis, très partenaires dans la maladie. Puis il y a des patientes que j'ai jamais vu leur amoureux ou leur amoureuse de toute la durée des traitements et à la première consultation et dans les suivis sur 5 ans. Je pense que c'est important que le conjoint soit ou la conjointe soit présent au moins quelques fois pour aussi entendre les effets secondaires sur la sexualité, parce que quand je pense à des effets secondaires au niveau vaginal, ça se voit pas, là. Le conjoint, il pourra pas nécessairement le deviner, mais j'essaie de l'expliquer que ça peut mener à des douleurs, c'est quoi les exercices qu'il faut faire avec le dilatateur vaginal. Quand on a l'impression de faire affaire à une équipe, c'est plus facile, puis je suis pas mal sûre que le pronostic sexuel est meilleur. Il y a des patientes que ça peut avoir, oui, réveillé des traumatismes de viol ou d'inceste. Dans ma pratique, ça m'est déjà arrivé. L'espèce d'aspect de dire, on m'a donné de la médication, je suis semi-consciente, on introduit dans mon vagin des instruments, là, ça peut, pour être certaine, être perçu par une perte de contrôle, là, comme une agression, là. On fait tout pour pas que ça arrive. On essaie de les mettre en confiance, mais chacun aussi arrive avec son bagage de sexualité puis d'expérience. Puis ça, ils l'ont pas écrit dans le front, puis ils ont pas toujours le goût de le partager, mais des fois, il faut les amener à ça. Moi, j'ai eu des expériences où il y a des gens où le couple allait déjà pas très bien avant le diagnostic et la personne qui est l'accompagnateur se sent un peu pris en otage d'avoir à rester. Parce qu'on est la personne qui quitte la personne qui a un cancer. La perception de la société, c'est qu'on n'est pas une bonne personne, etc. Donc, en cancer de la prostate, ce qui est assez fascinant, c'est de voir... il y a le couple qui est dans le bureau. Quand je vais examiner le patient, faire le toucher rectal, généralement, souvent, la conjointe ou conjoint va sortir. Puis la nature de la discussion, quand l'autre personne quitte le bureau, puis on va me dire, oui, j'ai pas de vie sexuelle avec ma femme, mais j'en ai une avec XY autre personne. Donc après, ça peut rendre ça un petit peu difficile de continuer la discussion sur la sexualité en présence d'autres personnes, parce que mon devoir reste quand même de garder le secret médical avec mon patient. Les traitements du cancer ont des impacts sur plusieurs aspects de la sexualité. Mécanique, hormonale, psychologique aussi. La docteure Lara de Guerquet est spécialiste des cancers gynécologiques à l'hôpital Maisonneuve-Rosemont à Montréal.
On enlève les ovaires d'une part, puis là, on a une castration biologique, biochimique, puis on enlève l'utérus, ça modifie l'équilibre du plancher pelvien, puis tout ce qui est les nerfs qui vont sur la sphère génitale, qui, sur le plan mécanique, au niveau sexuel, peuvent avoir un impact. Sur les cancers vulvaires, la même chose. Si on enlève, on fait une amputation du clitoris, la vie sexuelle va être différente. Les perturbations de la vie sexuelle sont encore un sujet vraiment tabou. Tous les spécialistes me l'ont dit. Dans leur bureau, le plus souvent, c'est eux qui doivent aborder la question. C'est assez rare que les patients s'ouvrent directement. Premièrement, il y a l'appréhension de reprendre des relations sexuelles. L'appréhension parce que elles ont eu des traitements pour lesquels il y a une cicatrice au niveau du vagin. Donc, est-ce que je peux avoir des relations sexuelles? Est-ce que c'est possible? Est-ce qu'il y a le désir de la relation sexuelle? Après, c'est est-ce que c'est comme avant? Moi, j'ai des patientes qui, anatomiquement, avec l'utilisation de dilatateurs, de lubrifiants, là, moi, quand je les examinais, là, ça me semblait des tissus vraiment rendus sains puis normaux. Puis des patientes qui me disent qu'ils n'étaient vraiment pas capables d'avoir de relations, qui avaient vraiment... On réalise que c'est vraiment des blocages. Quand on les examine, je pense que c'est un bon moment pour déceler ces petites choses-là par la suite puis être capable d'aller ouvrir par rapport à ça. Un autre traitement laisse la vie sexuelle sans dessus-dessous. La suppression hormonale. Elle dure de 5 à 10 ans pour les cancers du sein. Ma sœur Brigitte met son chapeau de docteur pour nous expliquer ce traitement au long cours. C'est un traitement qui est donné à toutes les patientes qui ont eu, en fait, un cancer, dont les cellules de ce cancer-là étaient ce qu'on appelle hormonodépendants. Donc, c'est des cellules dans les masses cancéreuses qui carburent, c'est le cas de le dire, aux hormones en circulation dans la biochimie du sang et du corps humain. Le but, c'est de supprimer toutes les hormones pour éviter qu'une cellule cancéreuse qui n'aurait pas été éliminée s'en nourrisse et produise une nouvelle tumeur. 80% des cancers du sein sont hormonodépendants. Presque tous les cancers de la prostate. Les cancers des testicules, ovaires, utérus, thyroïde peuvent l'être aussi. Imaginez le nombre de patients qui, tous sexes confondus, doivent s'imposer cette castration chimique. Puisque moi, j'avais un cancer du sein qui était plus que 95% hormonodépendant, mais évidemment, là, j'étais la candidate complètement désignée pour prendre les suppresseurs hormonaux. Malgré que j'étais déjà ménopausée, c'est comme faire une ménopause sur la ménopause, sur quelqu'un qui est déjà ménopausé. Ce lessivage d'hormones entraîne tout un chapelet d'effets secondaires. C'est vraiment la sécheresse vaginale. Et, mais vraiment important, la libido, parce que ça touche la libido. Encore là, un peu, beaucoup, passionnément en fonction des patients. L'aspect vraiment vieillissant. Dans mon cas, moi, là, c'est plus que vieillissant. Là, je suis venue comme avec une espèce de peau un peu parchemin, un peu flétrie. Ça fait bientôt 2 ans que je prends ces médicaments-là. Puis l'effet persiste de mois en mois. Là. L'effet se dégrade de mois en mois. Je ne vous l'ai pas encore raconté, mais après sa rupture, Brigitte a noué une relation amoureuse avec Isabelle. Il y a des moments d'intimité où est-ce que c'est un peu plus difficile. C'est très intime ce que je vais te dire là, mais c'est comme si on avait appris à faire l'amour, mais seulement dans un sens. Puis faire l'amour, est-ce que c'est nécessairement obligé d'avoir un orgasme? Là, je ne veux pas rentrer dans ta vie intime, mais je veux juste que les auditeurs puissent comprendre quand tu dis « à un sens », finalement, c'est toi qui fais plaisir à ta blonde.
Oui, concrètement, c'est ça que ça veut dire. On pourrait le dire bêtement, là, que je m'occupe de ma copine, de ma blonde, puis... mais on s'occupe l'une de l'autre, mais avec des jeux différents, avec des actions différentes, avec des résultats différents, mais pas moindres. Ce qui empêche aucunement ta blonde d'avoir, elle, un orgasme, dans le fond. Bien, clairement, heureusement. Tu sais, faire l'amour, là, c'est recevoir, mais c'est donner, là. C'est galvanisant, donner aussi. Dans le silence, c'est un grand discours. Par moments, je suis un peu peinée parce que il y a rien qui ressemble à ça, un orgasme. Il y a rien. C'est triste que je vois à peu près plus de feux d'artifice, mais je suis amoureuse. C'est sûr qu'on a des moments plus sombres. Sincèrement, c'est relativement rare. Puis ce que j'en retiens, c'est que sous la couette, il n'y a que du merveilleux. Brigitte a un grand regret. Elle pense que son cancer lui a volé son apparence de jeunesse. Je me vois comme un vieux pruneau. Ma peau a tellement flétri, là, je le pense quotidiennement. Avant, je me disais, mon corps s'en va sur la bombe, puis là, je me dis, mon corps est sur la bombe. C'est juste triste. C'est correct vieillir, là, il n'y a pas... La vitesse est vraiment accélérée. Mais encore là, je peux rien y faire, sauf en rigoler un peu. Mais encore là, ta blonde, elle, n'est pas de cet avis-là du tout. Non, mais t'es amoureuse. Il n'y a pas d'autre raison. C'est parfait, c'est ça l'amour. C'est sublimé, c'est... Entre nous, on a une petite phrase rigolote un peu. C'est ses lunettes roses. Des fois, je lui dis quelque chose, puis elle dit « Non, j'ai pas mes lunettes roses quand je te dis ça. » Je pense qu'Isabelle a toujours des lunettes roses à mon égard. Je pense qu'ils sont scotchés là de façon permanente, là. Les guéris ou La vie après le cancer est une série produite par Le Devoir d'après une idée de la docteure Brigitte Rouleau. Monteur, Julien Forêt. Conseiller à la réalisation, Félix Deschaines. À l'éditorial, Valérie Duhem. Médecin conseil, la docteure Marie-André Fortin, radio-oncologue et directrice en cancérologie du CIS de Laval. Et moi, Marie-Paul Rouleau, journaliste et réalisatrice. Abonnez-vous au Fil du Devoir sur votre plateforme d'écoute préférée et n'hésitez pas à nous écrire à balado@ledevoir.com. Merci d'avoir été des nôtres.